Pour vous, on a toujours parlé beaucoup des conditions de succès. Vous, quel regard vous portez sur justement les conditions de succès de ce marché de la rénovation énergétique? Alors, le marché de la rénovation énergétique, d'abord c'est le marché de la rénovation. Si on regarde le marché de la rénovation dans sa globalité, ça représente 60% à peu près du marché de la construction, ce qui est énorme. En termes de statistiques, autant sur le marché du neuf qui représente que 40%, on a les stats qui tombent tous les mois, tant de logements commencés, tant de mises en chantier, tant de permis de construire. Sur la rénovation, on n'a strictement rien. Un petit peu, il y a des gens qui font ça bien. Certes. Mais par rapport à la précision des statistiques qu'on a dans le neuf, il y a un énorme écart. Et quand on veut savoir ce qui veut se passer encore, segmenter un peu plus le marché de la rénovation, on a énormément de mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes d'entreprise, mais aussi en termes de travaux, on a un éventail qui est extrêmement large. C'est-à-dire qu'on avait tout à l'heure des exemples de Vinci, une des plus grandes entreprises générales dans le monde, avec Bouygues. Mais on a aussi, dans l'autre côté de l'entreprise, entre guillemets, en passant par l'artisan, on a aussi le bricoleur qui va acheter son isolant dans la cour des matériaux le samedi matin pour le poser le dimanche. Dernier éventail encore, c'est en termes de technologie. On a les plus grandes technologies dont on a entendu tout à l'heure, depuis les comportements intelligents à l'intelligence artificielle, jusqu'à des technologies qui, je dirais, sont tellement abouties qu'elles finissent par faire des désordres dans le bâtiment, parce que le bricoleur, le maître d'ouvrage a utilisé le matériau de la mauvaise façon, au mauvais endroit, avec les mauvais matériaux et les mauvais systèmes. Donc là, on a véritablement là un marché qui, je dirais pas qui fait tout et n'importe quoi, mais qui, pour 60% du marché de la construction, est extrêmement difficile à appréhender. À côté de cela, on a dans le marché du neuf, bon an, mal an, 300, 330. Malheureusement, j'espère qu'on ne va pas passer en dessous des 300 000 logements commencés cette année, parce que ça risque d'être catastrophique. Oui, je sais, malheureusement. Mais on a de l'autre côté 30 millions de logements du parc. À la grosse louche, 10 millions avant la Première Guerre mondiale, avant que la Deuxième Guerre mondiale, pardon. 10 millions entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 70-80, et enfin, les 70, et enfin 10 millions de 70 à maintenant. 30 millions de logements dans le parc, 300 000 logements. Globalement, le neuf correspond à 1% du parc. Et sur le parc, aujourd'hui, on ne sait très peu de choses. Par contre, ce que l'on sait qu'en termes d'énergie, c'est un énorme consommateur d'énergie. Ce qui veut dire que si on doit toucher la consommation énergétique du bâtiment en France, certes, c'est très bien de faire une RT 2012, mais ça doit se passer énormément sur la partie rénovation. Je répète, 60% du chiffre d'affaires du marché de la construction. Or, là-dessus, on se retrouve à poil. Globalement, comment ça s'organise? Il y a énormément de personnes qui s'en occupent. C'est peu organisé, on a du mal à savoir où ça se passe, comment ça se passe et avec qui ça se passe. Alors, les organisations professionnelles ont réussi, soit la Fédération française du bâtiment, soit la CAPEB, ont réussi à mettre en place des programmes de montée en puissance, à la fois en termes de connaissances, mais aussi en termes de savoir-faire, les entreprises du bâtiment. Ça a démarré doucement. On est très très loin des 10, 15, 20, 30% dont on a besoin en termes d'entreprise au niveau qu'il faut. La relation le plus difficile a été et toujours la relation maître d'ouvrage-entreprise. Un maître d'ouvrage qui doit faire des travaux, il a une entreprise qui lui présente la liste, avec en bas à droite un chiffre. Il est incapable de comprendre la liste du devis. Il va demander à un autre artisan ou à une autre entreprise qui va lui dire il faut faire autre chose. Il est incapable de faire le choix entre les deux devis. Globalement, le maître d'ouvrage a énormément de mal. Et même quand il reçoit enfin sa fiche, et c'était un des exemples de tout à l'heure, notamment en Franche-Comté, merci madame, on a été le premier industriel à faire partie des Finergie en son temps. Et même quand il reçoit et que c'est expliqué, il a encore du mal. Notre ami Cardonnel, Philippe Herbulot, disait aussi je ne sais pas comment faire. Donc cette relation entreprise-maître d'ouvrage pour que la décision se passe est extrêmement difficile. Et on a besoin, et je pense que c'est un des points que Quali-Conditionnalité est en train de mettre en place, on a besoin d'une sécurisation, d'une réassurance de la personne, du maître d'ouvrage, pour qu'il puisse, parce qu'il va s'engager avec de l'argent, c'est du long terme,
On n'est pas en train de rigoler sur un achat d'un écran plat. On est là sur une modification du bâtiment qui peut avoir des désordres par après, si c'est mal fait, et qui, au pire, ensuite, n'a pas les économies d'énergie. Et donc là, ce côté mode de fonctionnement sécurisé de mise en relation des deux personnes est véritablement le point crucial en ce qui nous concerne. Le deuxième point crucial, et j'en finirai là-dessus, ce deuxième point crucial, c'est ce déploiement nécessaire sur l'ensemble du territoire. Il y a eu des expériences de grandes entreprises nationales qui ont essayé par des biais autres de pouvoir fédérer des entreprises autour de la rénovation énergétique, notamment des énergéticiens, qui ont essayé par des plans de pouvoir monter en puissance ces phénomènes-là. On se rend compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ce déploiement ne vient pas du haut. Certes, on aime bien le système un peu jacobin, ça descend et forcément c'est bon. Or, on se rend compte que sur la transition et sur la rénovation énergétique, ça se passe sur le terrain. Pour que ça se passe sur le terrain, il faut des partenaires qui soient du terrain. On a eu un certain nombre de partenaires de public, on a eu un certain nombre de partenaires industriels, on a eu un certain nombre de partenaires autour de la table qui sont extrêmement de terrain. Et c'est là où les choses se font. Et dans cet esprit, on va dire, de rénovation énergétique que l'on retrouve aujourd'hui, on a besoin de ce déploiement. Ce déploiement ne peut se faire que numérique et il ne peut se faire que depuis le terrain. Merci. Merci Jens. Et excellent pour la... Excellent pour la transition, puisqu'on va parler terrain. On en parle beaucoup depuis tout à l'heure des entreprises du bâtiment. On en a une avec nous. François Gélin, vous êtes donc vous gérez une entreprise gérant, directeur général, d'une entreprise de chauffage. DG d'une petite structure qui fait 49,9 personnes, 49 personnes. Pas de publicité s'il te plaît. Et donc vous êtes également président d'une association, Rénovactif. Oui, tout à fait. Qui justement rassemble des entreprises. Vous allez prendre la parole, 30 secondes. Qui a pour ambition de rassembler des entreprises de formats différents. C'est justement là-dessus que je voudrais qu'on en sache un peu plus. Alors, en fait, nous avons créé en fait donc je suis en fait dirigeant d'une petite société de 49 personnes en région parisienne, chauffagiste plombier, chauffage plomberie. Donc en fait, en 2012, donc je rejoins complètement les thèmes qui ont été abordés par monsieur. Je crois qu'en fin de compte, la réponse par rapport à la rénovation énergétique doit venir en fait des entreprises et des artisans. Donc qu'est-ce que nous avons en fait eu comme réflexion ? Très simple. Aujourd'hui, pour donner confiance et pour pouvoir travailler sur une belle rénovation, il faut que les gens puissent travailler ensemble. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons rassemblé 16 fondateurs franciliens, des maçons, des électriciens, des chauffagistes plombiers. Alors j'entendais Philippe Herbulot parler de silos. C'est une vraie difficulté française de faire dialoguer des métiers ensemble, mais on y arrive, c'est possible. Donc comment ? Eh bien, en fait, tout passe par le terrain, mais en se formant. Le maître mot, je crois, c'est de la formation, Nous avons créé une association qui n'a pas à but commercial. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de boîtes à outils pour que les gens puissent travailler ensemble, que ce soit des entreprises, des artisans. Le maître mot, c'est la qualité. Nous avons construit des boîtes à outils juridiques, assurances, banques. On s'est intéressé au fiscal, au collaboratif, un peu comme font les grands groupes. Parce qu'on n'est pas plus bête que les autres, on maîtrise la technique, mais pourquoi pas les outils. L'approche audit, effectivement, c'était un des premiers leviers pour avoir véritablement une vraie offre globale vis-à-vis de la rénovation. Et puis, il y a d'autres sujets que nous avons abordés, comme la maquette numérique, qui va devenir incontournable bientôt. À titre d'exemple, je dirais que Hautfort était mandataire, je ne fais pas de pub pour ma boîte, loin de là, mandataire d'un groupement momentané. Qu'est-ce qu'on a entrepris ? On a entrepris de rénover un immeuble pour un des bailleurs de la ville de Paris. Une rénovation
avec un caractère énergétique, certes, une rénovation classique. Donc du chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire solaire, ITE. Donc en fait, on a monté un groupement avec 3 sociétés, isolation par l'extérieur, chauffage, plomberie, ventilation pour ma partie, et étanchéité, une autre société. Avec une mission de pilotage externe pour essayer de piloter ces différents corps de métier. Bah, la réponse du bailleur, c'est que ça marche. On n'est pas plus con que les autres. Cool. Enfin, excusez-moi du terme. Donc, Non, mais... donc la réponse, à travers des organisations syndicales, que ce soit la FFB, des réseaux, la FFB ou d'autres, vient du terrain. La réponse vient du terrain. Alors effectivement, ça passe par la formation des intervenants, bien sûr. C'est indispensable. Donc ça marche mieux quand on se connaît, quand on partage des valeurs, quand on est formé, et du coup on travaille mieux ensemble. Et il y a des formats sur lesquels on travaille mieux ensemble que d'autres. On a parlé de GME. C'est la solution de l'offre globale ou il y a d'autres territoires qu'on peut expérimenter? Territoire 2. De modèles d'entreprise? Alors effectivement, en fait, pendant notre formation, parce qu'on était en formation quand même pendant 2 ans sur le sujet, Rénovactif avec ses adhérents, à un moment donné, on a vu une expérimentation d'une société d'intérêt collectif du côté de la Moselle. Et puis un jour, on a été abordé par l'association Calicon d'Ancienneté, Sven Penaven, qui nous a donc décrit ce modèle de faire en fait une SIC dans laquelle on fait rentrer en fait des professionnels pour les mettre en relation avec un accompagnement pour l'individuel. Alors, il peut y avoir un certain nombre de modèles. Il n'y a pas que le groupement momentané d'entreprises, mais il peut aussi y avoir, je dirais, des structures juridiques d'entreprises commerciales qui vont réaliser, dont la SIC. Alors, la SIC, effectivement, on vient de monter une SIC en Ile-de-France qui démarre. Il y a d'autres SIC beaucoup plus avancées, avec Galparence dans le sud, qui est aussi présent, que je vois en face de moi. Bon, alors, je suis gérant de cette SIC. C'est une des réponses pour accompagner, je dirais, le particulier, de faire monter des entreprises sur le parcours RGE et de pouvoir contracter pour qu'on puisse proposer au mieux des choses au maître d'ouvrage. Et en fait, la difficulté aussi, c'est de convaincre le maître d'ouvrage, le client. Donc je retiens que ça marche sur la maison individuelle et donc sur la copropriété par rapport aux 2 exemples qui ont été donnés. Bailleur. Super. Merci pour ce témoignage donc, du terrain, qui montre bien que ça marche. Oui, vous pouvez. Oui. Alors maintenant qu'on a lancé ces travaux, qu'on a des entreprises qui vont bien et il faut les financer, alors on a vu qu'il y avait des solutions du territoire qui permettaient de financer tout ça. On est dans cette belle maison 140 ans, 160 ans, je ne sais plus, qui est 160 ans du crédit foncier. Vous avez également de belles expérimentations. Monsieur David en a parlé très rapidement tout à l'heure. Donc Christophe Bouldourier, vous êtes directeur des activités Crédit Foncier Travaux. Et vous accompagnez les territoires et les entreprises du monde du bâtiment depuis donc 160 ans. En quoi, pour vous, votre action facilite et simplifie la vie des acteurs? Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je vous rassure, je n'ai pas 160 ans. Mais vous les faites pas. Je sais que je suis bien conservé et c'est peut-être à cause des travaux, donc en l'occurrence. Donc juste pour dire, voilà, nous, on va rentrer ni plus moins dans le cercle vertueux, qui est ni plus moins les travaux d'économie d'énergie ou les travaux, je dirais, dans leur ensemble. Et c'est vrai qu'être acteur aujourd'hui, c'est apporter des solutions et simplifier un petit peu tout ce cheminement qu'a le particulier, que ce soit en individuel ou en collectif, je dirais, de pouvoir répondre à son besoin, c'est de trouver un financement dans ce monde un petit peu compliqué, des financiers qui ne veulent pas prêter. Alors je vous rassure, nous on veut prêter. Alors j'ai entendu plein de choses tout à l'heure et c'était assez intéressant. C'est la difficulté notamment de pouvoir emprunter en fonction des âges, en fonction des taux d'endettement, en fonction de tout ceci. Bien sûr, nous avons des contraintes, mais l'intérêt c'est aussi d'avoir des solutions. Alors Crédit Foncier Travaux, dans son ensemble, c'est 2 activités. C'est balayer à la fois l'individuel et balayer à la fois le collectif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de ramener le client, le particulier, à une adhésion du fait que son bien est avant tout un capital, son patrimoine et une forme d'épargne. Et très souvent, on s'en détache. C'est-à-dire, quand on l'acquiert, il n'y a pas de problème. On est vraiment dans un effort d'épargne. On se dit, j'investis pour l'avenir. Notamment quand je suis en collectif, quand le collectif se détériore, c'est pas mon fait, c'est celui des autres. Donc on s'occupe essentiellement de ces parties qui sont privatives, mais peu des parties collectives. Et ce qui fait que derrière, quand on regarde le prisme, je dirais, du logement, et qu'on s'écarte un petit peu
de la vision. Eh ben, on dit le quartier se détériore, ma collectivité se détériore, mais mon appartement, c'est pas grave, je le valorise. Sauf que dans un marché immobilier que l'on connaît un peu difficile aujourd'hui, si je fais cette réflexion à l'envers, même si mon appartement est le plus beau du quartier, il ne se vendra pas aussi bien que si l'ensemble du quartier est revalorisé. Donc la valorisation énergétique, la valorisation de l'ensemble du quartier, c'est l'affaire de tous, c'est pas d'un individu. Donc c'est l'individu dans le collectif et pas le collectif dans l'individu. Donc oui, c'est tout ce travail qu'il faut apporter. Et je pense que dans le financement, on doit faire cette démarche et essayer de trouver des solutions. Alors nous, on le fait de plusieurs façons. Sur l'individu, on accompagne au travers du quotidien, au travers de tout l'ensemble des démarches, et notamment on a entendu parler de l'éco-PTZ. L'éco-PTZ, c'est un prêt qui est très compliqué à mettre en place. L'avantage, c'est que les pouvoirs publics commencent à y apporter une vraie touche, puisque derrière, en tant que banquier, et vu tout ce que j'entends depuis 2 heures, je suis loin d'avoir les compétences et les connaissances techniques qui me permettent de dire telle ou telle chose dans un bouquet, donc chacun a sa place et chacun ses compétences. Moi, mes compétences, c'est de financer, et les professionnels, c'est de dire si ça rentre dans les bouquets. Donc je trouve qu'enfin, on a remis les bonnes choses au bon endroit, et notre responsabilité, après, de simplifier un petit peu tout ceci. Donc l'éco-PTZ à l'avenir sera une bonne chose. Et deuxième point, c'est quand on est dans le collectif. J'ai entendu parler tout à l'heure des difficultés à trouver des financements. Nous, on a inventé, j'étais pas là aussi, donc je n'y suis pour rien, mais je profite de quelqu'un l'a fait avant moi pour continuer à le porter. C'est un prêt collectif qui permet de rentrer dans un process, de trouver des solutions de financement quand j'ai un projet de réhabilitation de la copropriété. Très souvent, c'est une inquiétude. Une AG vaut des travaux, notamment de rénovation, isolation par l'extérieur, la toiture, je veux changer le chauffage collectif. Difficulté de trouver le financement. Pourquoi? Parce que ou bien j'ai pas d'épargne, ou bien j'ai plus de 60 ans, 70 ans, alors trouver un banquier qui va me prêter 10 ou 15 000 euros alors que je ne rentre plus dans les conditions, c'est un peu compliqué. Nous, on a inventé un produit qui s'appelle le CoproSan. Alors, je ne vais pas vous le faire maintenant, sinon il nous faudra à peu près 2 heures pour l'expliquer. Je confirme. Voilà. Mais donc, tout simplement, ce produit permet de rendre possible le financement à tout âge, sans limitation d'âge. Derrière, on vérifie que le client n'est pas interdit bancaire, pour faire très simple, et on vérifie qu'il soit à jour de ses charges. Comme à partir de là, c'est un prêt collectif sur lequel on fait un prélèvement individuel, par un principe d'adhésion volontaire du client à ce prêt collectif, nous sortons de la démarche classique du banquier traditionnel, avec un taux d'endettement, etc., etc. Je peux vous répondre à la sortie de la salle pour le souhaiter, bien entendu. Mais juste pour dire qu'on a des solutions. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, et très justement, il faut de la formation, il faut de l'information. Et je pense que l'intérêt d'avoir un guichet de la rénovation énergétique, avoir un guichet qui permet de recenser un petit peu à la fois les compétences et les capacités de faire, permet à tout un chacun d'avoir une explication et sur les solutions à trouver. Donc le crédit foncier en l'occurrence, par mon activité et par mes équipes, d'ailleurs que je tiens à saluer par leur très bon travail de proximité, parce que je pense que des commerciaux, moi j'en ai 49 aussi, comme quoi, vous voyez, on se rejoint. C'est une petite PME aussi, le crédit foncier travaux. Mais on est près des gens surtout, et on essaie de comprendre les difficultés. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense que le but, c'est d'apporter une solution et de trouver des solutions. Et nous, nous inscrivons dans ce cercle vertueux de financer, je dirais, l'impossible, mais le possible du travaux. Et vous avez tout à fait raison, c'est qu'en communiquant et en vous formant entreprises et financeurs, vous allez même gagner des commerciaux, je dirais, sur le terrain et de proximité. Merci pour ce retour financier opérationnel. Alors je vous propose de conclure cette première partie de table ronde avec une entreprise dont on parle à plusieurs reprises, en première table, en deuxième table, qui s'intéresse à justement ces fameuses PLRE, plateformes locales de la rénovation énergétique. Je parle donc de Rénovation Plaisir Énergie. Nous avons Laurent Curec, son président, parmi nous aujourd'hui. Alors, des expériences dans l'Essonne, des expériences en PACA, on a vu ça tout à l'heure. Quel retour, justement, vous, d'expérience, vous faites par rapport à la mise en œuvre de ces différentes plateformes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur ces plateformes? Donc, déjà, Rénovation Plaisir Énergie est une SS2I spécialisée dans la construction, bâtiment, et sur le secteur et dans le développement d'outils et de services facilitateurs de l'acte de rénover. On a déposé en 2012 le concept du guichet unique de la rénovation lors d'un appel à contribution de l'ADEME. Et ce concept s'est concrétisé par la mise en place de plateformes de la rénovation. Donc de la plateforme de la rénovation et plus récemment de la plateforme Rénover Malin du CG 91 dont on a parlé tout à l'heure. Donc le principe de la plateforme de la rénovation s'appuie sur 4 axes, à la fois l'information, le référencement, la proximité et les outils.
L'information cible les particuliers, les professionnels, la copropriété et les élus. Donc l'information va recenser tous les outils et les services existants sur le territoire. Au niveau du référencement, le référencement pour les professionnels consiste, pour les professionnels qualifiés ou inscrits dans une démarche de qualité, consiste à faire que le professionnel renseigne ses qualifications et ses compétences dans l'annuaire des professionnels. L'annuaire des professionnels recense à la fois les entreprises, la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études. Pour le particulier, le référencement consiste à spécifier son besoin pour pouvoir le communiquer aux professionnels référencés. Donc on est vraiment dans du collaboratif, de l'échange. C'est des plateformes relationnelles, tout à fait. Ensuite, il y a une notion qui est importante, qui est la proximité, parce qu'une plateforme nationale n'aura pas l'impact d'une information locale. Donc la proximité par la géolocalisation permet d'apporter l'information du territoire, identifier les acteurs locaux, les aides au financement spécifiques des collectivités ou les modes constructifs spécifiques des régions. Alors au quotidien, quand vous travaillez avec une collectivité, qu'est-ce que vous avez à rencontrer comme question, comme problème, comme frein ? La plateforme héberge aussi des outils. Donc les outils permettent d'apporter de la qualité tout au long de l'acte de rénover, de la qualité autant lors de la spécification du besoin par les outils d'auto-évaluation. Donc on a des outils d'auto-évaluation pour l'autodiagnostic énergétique, pour le financement, pour les C2E. Aussi des outils à destination des professionnels au niveau des outils de chiffrage. Et enfin, des outils pour les accompagnateurs, tels que les tiers de confiance reconnus par l'État. Donc on a le PRIS ou les assimilés PRIS, où on a des interfaces relationnelles de suivi et de supervision des projets de rénovation. Donc ces développements nous ont permis aujourd'hui de proposer un modèle de plateforme clé en main sous forme de licence, de contrat de licence, à destination des collectivités ou des acteurs privés qui souhaitent faire la promotion de leur action territoriale depuis une plateforme. Donc ça, c'est le principe de la plateforme, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à proposer ce type de service. Donc c'est un modèle qui est complètement reproductible et qui peut être justement de proximité, mais démultiplié sur le territoire. Absolument. Et c'est un système évolutif aussi, et qui est ouvert, qui peut intégrer des choses qui existent déjà. Et d'après les retours qu'on a eus en début, ça marche. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Tout à fait. Donc je tiens à préciser qu'on a créé, comme l'avait dit M. Ami, le club de l'amélioration du bien-être et valorisation du patrimoine. Ce club est organisé sous forme de groupes de travail, dont un groupe qui travaille notamment sur l'autoréhabilitation accompagnée, qui sera co-animé par le PADES, présent dans la salle, avec qui nous avons aussi signé un partenariat. Concernant les partenariats, nous avons bien sûr, Monsieur Ami en a parlé tout à l'heure, donc signé un partenariat pour essayer de travailler sur, je vais le faire beaucoup plus court, la collecte, le traitement et le rendu de l'information nécessaire à la définition du besoin du particulier et apporter des solutions pertinentes et adaptées, parce que la notion de besoin de bien-être, elle est vraiment propre à chaque habitant, et c'est difficile de créer un modèle unique à ce sens. Donc voilà. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage terrain aussi, et très opérationnel. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, merci. Je suis Daniel Cérézuel, directeur du PADES, dont vient de parler M. Curec à l'instant. Donc je voulais faire simplement un point d'information pour signaler une piste possible pour faciliter le passage à l'acte.
Bon, on voit bien qu'il y a un certain nombre de ménages qui, quand même, appréhendent de s'engager compte tenu des coûts que ça représente pour eux, du reste à charge qui les fait un peu reculer. Alors, un des moyens, ce n'est pas le moyen, mais c'est un des moyens de faire baisser les coûts, c'est de mobiliser l'apport en industrie des ménages. C'est-à-dire combiner l'intervention des entreprises et une partie de ce qu'on appelle l'autoréhabilitation accompagnée. Alors ça peut se faire correctement, à condition effectivement qu'il y ait un accompagnement compétent, ce qui est vraiment la condition fondamentale, qui garantit que le travail est conforme aux règles de l'art. Un accompagnateur favorise aussi la confiance et la collaboration avec les entreprises. Et aussi, il est capable d'accompagner le maître d'ouvrage jusqu'au pied du mur pour la part des travaux qu'il se réserve, dont il se réserve l'exécution. Alors, ça paraît peut-être étrange ou folklorique. Ça a déjà été expérimenté à petite échelle avec des publics très sociaux, et il me semble qu'aujourd'hui, les conditions sont mûres pour changer d'échelle. Qu'est-ce qui me fait dire ça? D'une part, d'abord, sur le terrain, on observe que les préventions à ce qu'on appelle des chantiers hybrides s'atténuent. Je vois des entreprises qui sont dans un état d'esprit de collaboration avec des maîtres d'ouvrage et qui montent effectivement des chantiers hybrides. Là, on vient de terminer une étude à ce sujet pour le plan urbain, le PUCA, au ministère, et on voit que ces entreprises ont dépassé le stéréotype de la concurrence et elles ont compris qu'il y a pour elles, là, un gisement de nouveaux chantiers qui, sans cela, ne se ferait pas du tout. Bien. Je signale, je vais terminer très rapidement, que dans son rapport de 2009 sur le logement, le Conseil d'État lui-même préconisait la diffusion de démarches d'autoréhabilitation parce que ça favorise dans la durée l'appropriation et l'entretien et ça évite de recommencer des rénovations au bout de 10 ans. Et d'une certaine manière, il suggère que c'est plus économique pour la collectivité de faire avec les habitants que sans eux, ou simplement se borner à faire pour eux. Enfin, concernant la question de la faisabilité, je signale, et je m'arrête là, que l'Université de Valenciennes est en train de monter une formation, une licence professionnelle d'assistant en maîtrise d'ouvrage privé, capable, et c'est ça l'originalité à mon avis, d'accompagner les ménages jusqu'au pied du mur. Et donc on va voir avec quali-conditionnalité, on réfléchit sur la manière éventuelle d'intégrer une brique autoréhabilitation accompagnée dans l'offre des plateformes de la rénovation. Merci pour ce témoignage. Donc, une seconde question derrière. Bonjour, Damien Janvier de Tribu Énergie. J'ai une question que je poserai tout à la suite de ma petite intervention. Tribu Énergie est membre fondateur du club Améliorer son bien-être et valoriser son patrimoine. J'attire l'attention sur l'intérêt de ces deux parties du titre, améliorer son bien-être et valoriser son patrimoine. On a beaucoup parlé de rénovation énergétique, et derrière le terme rénovation, on voit l'énergie, mais la rénovation énergétique n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire une rénovation énergétique sera un échec si la vraie finalité de toute opération, qui est l'amélioration du bien-être ou la valorisation du patrimoine, n'est pas atteinte. Nous, notre investissement d'ailleurs dans ce club, c'est justement parce qu'on croit à travers justement cette rénovation qu'il est indispensable d'avoir une vision globale du bâtiment. Et à travers, dans le cadre de RPE et même plus particulièrement dans ce club, améliorer son bien-être et valoriser son patrimoine, cette approche globale est proposée. Ma question, nous dans ce club, on travaille plutôt sur le développement d'outils. Vous l'aviez bien compris, puisque Madame... Question. Oui, donc pour revenir à la question, j'aurais aimé que vous parliez un petit peu plus des... Vous avez dit que dans le club améliorer son bien-être et valoriser son patrimoine, il y avait plusieurs groupes de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire, ces différents groupes, leur activité porte sur quoi concrètement? Parce que le thème est quand même assez large. Pour l'instant, les groupes ne sont pas tous définis. Donc effectivement, il y a ce premier groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, c'est encore une fois, c'est un club donc, qui sera animé par ses membres. Donc effectivement, les membres
seront là pour proposer les différents groupes de travail qui permettront de créer des outils pour faciliter la transition énergétique. On lui souhaite donc bon vent. On lui souhaite bon vent. Merci à vous pour ce volet simplification. Après ce volet simplification...